d'étudiants, on n'avait rien. Un vrai storytelling. Ah Hein. oui, on a parcouru l'Afrique et tout. La partie qui est difficile, c'est que on ne veut pas produire pour l'Afrique. Quand on va voir les étudiants africains, ils disent non, vous êtes basé en France. Quand on va voir les étudiants européens, ils disent non, vous faites l'Afrique. On se retrouve tout seul. Comment je fais non? C'est ça qui est apprécié. Merci. Merci. On s'est dit, bon, il faut qu'on aide aussi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hassan Sefrioui. Je travaille pour l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis très heureux de vous avoir ici dans cette salle pour cette unique session francophone du GIEC, qui est organisée donc, dans le cadre de ce GIEC de Bahreïn. On a voulu en fait accueillir ici donc, des panélistes de qualité qui constituent donc, l'âme, le cœur en fait, de ce secteur-là du FinTech en Afrique francophone, pour montrer aussi cette richesse, ce dynamisme en fait, du développement donc, de la digitalisation financière dans le continent africain francophone. Peut-être quelques mots aussi sur l'Organisation internationale de la francophonie. Donc l'OIF, c'est une organisation multilatérale, intergouvernementale, qui réunit 88 États et gouvernements, et que l'on appuie en fait, dans l'élaboration de politiques de développement et de coopération multilatérale dans différents secteurs stratégiques, comme la transformation structurelle. Donc on a aujourd'hui 3 panélistes. On excuse donc l'absence de Madame Maïmouna Gueye, qui est spécialiste et experte en FinTech à la Banque mondiale et qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui pour des raisons médicales. Donc je vais sans trop tarder laisser la parole, puisqu'on a 50 minutes, le temps est très compté, à Jean-Louis Traoré, qui a eu la gentillesse de venir faire donc, la modération de ce panel. Et donc Jean-Louis, à toi la parole. Merci. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Juste avant de commencer, est-ce que je pourrais demander à ceux qui sont derrière de vous avancer un peu? Et donc aujourd'hui, on va parler des enjeux et perspectives de la digitalisation financière en Afrique francophone. Donc je vais introduire, donner des éléments de contexte et ensuite on va engager des discussions avec Awa et Cédric qui sont là avec nous. Donc on va faire un petit cours d'histoire, on va repartir en arrière. 2007. 2007, je crois, a été une année formidable dans l'innovation concernant le monde entier. Et alors que les yeux du monde entier sont rivés vers les États-Unis, vers Steve Jobs, qui va expliquer avec un iPhone à la main que ceci est une révolution, pendant ce temps, durant cette même année, on a en Afrique de l'Est, notamment en Afrique pas francophone pour le coup, M-Pesa, qui est, on va dire, un opérateur de mobile money qui est porté par Safaricom, qui va lancer une petite révolution. Je dis petite révolution, mais qui va, au fil des années, grandir jusqu'à devenir, on va dire, la success story incontournable. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de FinTech dans le monde, quand on parle d'innovation financière dans le monde, on ne peut pas passer à côté du mobile money. 2007 au Kenya. Un an plus tard, on arrive en Afrique francophone avec notamment Orange et de nombreux gros acteurs, justement comme Wari, qui vont se lancer sur le marché. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a causé le succès de ce mobile money. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme une place forte des fintech et de l'innovation financière dans le monde entier. Et en fait, c'est très simple. On est parti d'un constat que la plupart des personnes qui sont sur le continent africain, à l'époque, en plus, n'avaient pas forcément, on va dire, de smartphone. Donc, on est parti sur un support très basique, on va dire un téléphone, ce qu'on appelle des feature phones, et également des éléments de contexte qui vont favoriser l'avènement du mobile money et de tout ce qui sera innovation financière sur le continent. Je veux parler à la fois de la technologie, des réseaux d'agents, de la faible bancarisation des populations sur le terrain. Donc, en matière de technologie, c'est très simple. Aujourd'hui, sur le continent, pour ceux qui ne le savent pas encore, simplement avec un téléphone donc basique et un dièse 123 dièse ou quelque autre code USSD, on peut s'envoyer de l'argent, que ce soit à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur, on va dire, d'une façon continentale. Également, les acteurs de mobile money sont partis sur un constat simple. La plupart des banques qu'on connaît sur le continent africain, on va dire, sont focalisées sur les zones urbaines. Alors que, on va dire, la plupart des populations s'étendent à la fois en zone périurbaine et voire en zone rurale. Donc on est parti en se disant que là où
Au lieu de partir sur un modèle avec des agences bancaires classiques qui coûtent de l'argent, les acteurs sont allés chercher tout un tas de personnes, de profils différents de commerçants, des commerces de proximité, les fameux boutiquiers, comme on les appelle, mais également des pharmacies, des boulangeries. Et toutes ces personnes-là vont servir de relais, de réseau littéralement, pour délivrer des services financiers sur le continent. Également, j'ai parlé du faible taux de bancarisation, c'est quelque chose de très intéressant à regarder. En 2012 et 2017, donc les derniers chiffres qu'on a de la BCAO, on a gagné 10 points en termes de pénétration de la banque, donc taux de bancarisation des populations sur le continent. Et pourtant, on stagne encore à un taux moyen dans la zone UEMOA, par exemple, de 18% sur le continent. Et quelles sont les raisons finalement de cette faible bancarisation des populations et qu'est-ce qui va causer, on va dire, l'enchantement de toutes ces populations-là avec l'avènement du mobile money? La Banque mondiale a fait une étude et en fait, cette étude a révélé qu'il y a 4 raisons principales qui expliquent la faible bancarisation des populations sur le continent africain. L'insuffisance des fonds. On sait que la plupart des banques aujourd'hui, pour ouvrir un compte bancaire sur le continent, dans la plupart de nos pays francophones, en tout cas c'est le cas, il faut détenir, on va dire, un certain montant pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Mais il y a également le manque de documentation des populations. J'ai parlé tout à l'heure des populations, notamment en zone périurbaine, en zone rurale. Ce n'est pas forcément des populations qui disposent des documentations nécessaires pour ouvrir un compte bancaire. On a également des services financiers qui coûtent trop cher, les services financiers, on va dire, classiques, qui coûtent trop cher sur le continent. Et enfin, des institutions financières qui sont trop éloignées. Donc, tous ces éléments de contexte vont favoriser l'avènement, on va dire, de nouveaux acteurs qui n'étaient pas présents sur le marché, on va dire, de la banque et des services financiers. Le premier type d'acteurs, ce sont les acteurs historiques, ce sont les opérateurs télécoms, on en connaît tous, que ce soit MTN, Orange, qu'on connaît très bien en Afrique francophone, mais également des fintech, donc des opérateurs, on va dire, non telco, au premier rang desquels, je pense, Wari est finalement l'un des plus connus, sinon le plus connu en la matière. Et également, les banques vont petit à petit sortir des produits équivalents avec Société Générale, par exemple, qui aujourd'hui lance un service qui s'appelle Yup, ou EcoBank qui lance un service qui s'appelle EcoBank Express Account. Donc, on a différents acteurs qui vont se lancer sur le marché du mobile money. Et aujourd'hui encore, l'Afrique drive littéralement ce marché du mobile money. Entre 2012 et 2018, certes, la part du continent africain a réduit un peu, mais l'Afrique représente encore aujourd'hui 45% du marché du mobile money sur le continent. On va dire dans le monde plutôt. Et lorsqu'on regarde littéralement sur le continent africain, on se rend compte que même si le service est né en Afrique de l'Est, en Afrique anglophone, l'Afrique francophone, vu qu'il s'agit de la francophonie aujourd'hui à l'honneur, l'Afrique francophone, notamment l'Afrique de l'Ouest, commence à gagner du terrain et représente aujourd'hui jusqu'à 30% des opérations de mobile money sur le continent, du nombre de comptes ouverts. Alors, je regarde, j'ai voulu faire un focus sur 2 zones littéralement francophones pour la plupart des pays, en tout cas la zone UEMOA et la zone CEMAC. Et on se rend compte qu'en termes de mobile money aujourd'hui, on a 50 millions de comptes ouverts sur la zone UEMOA, on a 17 millions en zone CEMAC. Et en termes de transactions aujourd'hui, on est à 1254 millions de transactions en zone UEMOA et 572 millions de transactions mobile money en zone CEMAC, ce qui représente un énorme en fait, pool d'activités qu'on va pouvoir effectuer. Et qu'est-ce que les gens font finalement avec leur compte de mobile money et pourquoi on parle tant d'inclusion financière lorsqu'il s'agit du mobile money? C'est parce que les 3 principales activités, les trois choses que les gens font finalement avec ces nouveaux comptes qui ne sont pas détenus par des banques mais qui sont détenus à la fois par des fintech et par des telcos, c'est que ça va leur permettre de digitaliser leur argent. On sait que l'Afrique est un continent qui est, on va dire, comme on dit l'expression anglaise, c'est cash-based. On utilise énormément de cash aujourd'hui, plus de 99% des transactions en Afrique se font en cash. Et le mobile money va permettre aux gens de ne plus tout le temps détenir de l'argent en cash sur eux, mais de pouvoir faire ce qu'on appelle du cash-in littéralement. Donc c'est du dépôt, du retrait et des transferts d'argent de personne à personne. Lorsqu'on regarde un peu plus en détail dans les 2 zones pour lesquelles j'ai voulu faire un focus aujourd'hui, on se rend compte qu'en milliards d'euros, le cash-in, donc les dépôts d'argent en zone UEMOA ont représenté en 2017 10 milliards d'euros d'argent déposé par les populations. En zone CEMAC, on a un montant un peu plus faible, mais toujours très élevé, 5 milliards d'euros ont été déposés en 2018 en zone CEMAC par les populations. Et en fait, on a tout un tas d'opérations, à part les dépôts d'argent et les transferts.
les populations vont pouvoir également à la fois faire des transferts transfrontaliers, c'est-à-dire entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre le Sénégal et le Mali. Aujourd'hui, on peut s'envoyer de l'argent même si on ne détient pas de compte bancaire et même si on ne veut pas passer par des opérateurs classiques de cash-to-cash type Western Union, etc. Les gens vont également faire de l'achat de airtime, donc du forfait téléphonique, des paiements de factures et jusqu'à aujourd'hui même on arrive à faire des paiements de salaire, des paiements marchands notamment avec le mobile money. Donc c'est très intéressant de voir cela. Et finalement, tout ce contexte-là va nous emmener à notre sujet du jour qui est sur les fintechs en Afrique. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles représentent ces fintechs sur le continent africain? Alors, je vous ai montré une petite grenouille pour décrire en fait littéralement ce qui s'est passé sur le continent. On dit que l'Afrique a leapfrogué, c'est-à-dire on est passé directement, au lieu de passer par une étape d'Internet fixe et de la téléphonie fixe, on est arrivé directement à une étape d'Internet sur le mobile et de la téléphonie mobile. Vous êtes tous, pour la plupart en tout cas je pense, vous avez fait un tour en Afrique, on ne voit pas une personne sans un téléphone et la plupart des gens accèdent justement à Internet depuis leur téléphone mobile. Et en fait, avec le taux de couverture d'Internet, notamment la 3G qui représente la plupart maintenant des connexions haut débit sur le continent, mais également des forfaits qui coûtent de moins en moins cher et des tarifs de smartphones à prix abordable, on va voir émerger 3 segments, on va dire, principaux quand on parle de fintech sur le continent. Il s'agit du paiement, du crédit et des transferts. Je vous ai mis là un petit nuage de fintech sur le continent africain qui sont focalisés dans le segment du paiement. En haut, ici, sur ce deuxième slide, c'est toutes les startups qui sont dans le lending, donc dans le crédit, et enfin dans le transfert d'argent. Et on a deux variantes sur le continent. On a des startups, on va dire les pays francophones, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, qui sont encore dans une ère qu'on va dire mobile money, donc avec de la micro-assurance, du paiement, des transferts d'argent des agrégateurs. Et l'Afrique anglophone est un peu plus avancée avec des services de wealth management, de blockchain, de saving et même de credit scoring. Ici, vous avez un certain nombre de startups aujourd'hui francophones sur le continent africain qui délivrent des services financiers, des fintech, notamment WeCashUp, qui va avec Cédric présent ici, Wari au Sénégal, on a également InTouch, Weasel, CNetPay, SikaPay, tout un tas de startups finalement qui vont permettre de faire un certain nombre d'opérations, on va dire financières sur le continent. Rapidement, lorsqu'on parle de fintech, pour comprendre un peu l'ampleur des fintechs sur le continent, il faut regarder les levées de fonds sur le continent. En 2018, donc ce sont les derniers chiffres de Partech, les fintechs sur le continent ont levé 379 millions de dollars, ce qui représente 33% du financement total. Malheureusement, on n'a pas forcément des pays francophones, des startups francophones qui sont dans le top 3. Donc le top 3 aujourd'hui, c'est le Kenya, c'est le Nigeria et c'est l'Afrique du Sud qui ont levé à la fois 348 millions jusqu'à 250 millions. En Afrique francophone, alors qu'en est-il? En Afrique francophone, finalement, c'est le Sénégal qui va driver, on va dire, la plupart des deals qui ont été effectués en Afrique francophone. Donc 22 millions d'euros ont été levés par des startups sénégalaises, 19 millions par le Rwanda et 3 millions par le Mali. Même si la somme totale, on va dire, du montant levé par les startups francophones est passée de 55 millions de dollars à 54 millions. Donc le Sénégal vraiment s'affirme aujourd'hui comme la plaque tournante et je crois qu'on a des représentants aujourd'hui et simplement félicitations pour tout ce que vous faites sur le continent. J'en parlais tout à l'heure de l'importance finalement de créer un écosystème favorable, notamment en termes de réglementation, mais en termes de dynamisme économique, pour permettre l'essor de nos startups et pour pouvoir un jour concurrencer, on va dire, nos confrères anglophones. Donc finalement, je vous ai dit qu'il y a 3 segments qui concentrent, on va dire, la plupart des activités des fintech sur le continent. Le premier segment, c'est le paiement. Le paiement qui va inclure à la fois l'interopérabilité des solutions. Donc, avec toutes les solutions de mobile money qui existent, on a une problématique en fait à laquelle on doit faire face. C'est que la plupart fonctionnent encore en circuit fermé. C'est un peu comme si j'avais un compte bancaire, par exemple, à la BNP, donc dans une banque ou chez Société Générale, et je ne pouvais faire d'opérations qu'avec des personnes qui détiennent un compte chez ma banque. Aujourd'hui, on est encore dans ce système-là, on va dire, dans le mobile money, c'est-à-dire la plupart des acteurs, des clients, ne peuvent s'envoyer de l'argent ou ne peuvent effectuer d'opérations financières qu'entre eux.
Et c'est pour ça qu'il y aura une émergence très forte des agrégateurs, notamment Wikashop, qui va essayer d'adresser ces problèmes en disant, au lieu d'attendre en fait des initiatives gouvernementales qui vont obliger tous ces acteurs-là à pouvoir faire ce qu'on appelle l'interopérabilité, nous, on va venir avec une solution, que ce soit online, donc avec des API qui vont vous permettre simplement à vous, acteurs, de pouvoir encaisser peu importe le fournisseur de services et simplement de ne pas obliger les clients à détenir des portefeuilles de mobile money, par exemple, chez tous les acteurs du marché. Donc, on a un certain nombre d'acteurs qui se retrouvent ici. Donc, j'ai parlé de Wikashop, mais également Paydunia, une start-up sénégalaise. On a InTouch, on a MonetBill au Cameroun. Et en fait, un certain nombre d'acteurs, comme je disais, qui vont permettre à la fois de faire des paiements marchands, donc physiques, et des paiements en ligne. Et ça va favoriser l'émergence à la fois du e-commerce et de tout un tas d'acteurs qui, jusqu'à présent, n'osaient pas arriver sur le continent africain parce qu'il n'y avait pas tous les dispositifs nécessaires pour adresser les populations. Ensuite, on parle du microcrédit parce que c'est l'une des variables fortes et c'est un peu ce qui va constituer le focus de toutes les fintechs sur le continent dans les prochaines années. Parce qu'on a un énorme besoin en financement de la population, de chacune de nos populations. À gauche, vous avez un certain nombre de pays francophones avec l'appétence de chacune des populations en fait, à demander du crédit. On voit par exemple qu'au Mali, il y a 44% des personnes qui ont eu accès à un crédit. Mais lorsqu'on regarde de plus près, on voit que pour la grande majorité d'entre eux, ce crédit n'a été octroyé que par des proches, en fait. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, il y aura une absence qu'il faudra combler à la fois, une absence des opérateurs financiers classiques, des banques et même des institutions de microcrédit, qui sera comblée par qui? Par des populations, par des proches, etc. Et donc, ça va représenter une opportunité que les fintechs sur le continent vont essayer d'adresser. Mais pour octroyer du crédit, on le sait très bien, il faut pouvoir scorer les populations. C'est-à-dire, pour accorder du crédit à X ou Y, il faut que je puisse évaluer si cette personne est en mesure de me rembourser. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on n'a pas pu octroyer, on va dire, à grande échelle du crédit aux populations, même si elles en avaient besoin, parce qu'il fallait trouver un moyen de s'assurer que ces populations-là peuvent rembourser. Le seul problème, c'est que, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans l'histoire, c'est qu'on a un taux de bancarisation très faible. Donc, les personnes qui sont en mesure de détenir des informations financières sur les populations, c'est-à-dire les banques, sont tellement faiblement couvertes qu'il faut trouver des systèmes alternatifs. Et c'est ce que les fintechs, les opérateurs télécoms vont essayer de trouver dans ce qu'on appelle le scoring non traditionnel. C'est-à-dire, on va essayer de récupérer un certain nombre d'informations sur vous. Donc, quand vous téléchargez peut-être une application ou quand vous utilisez votre forfait mobile, l'opérateur ou la fintech va réussir à vous localiser, géolocaliser par exemple, à quel endroit est-ce que vous vous situez dans la ville en journée, en soirée, pour savoir où est-ce que vous habitez. Est-ce que c'est un quartier chic? Et un certain nombre d'autres informations qu'on va récupérer, notamment à propos de votre compte de mobile money et tout un tas d'autres données qui vont permettre quand même à ces fintechs et à ces autres acteurs de pouvoir scorer les populations. Et donc, on a différents modèles qui vont venir se mettre en place, dont celui tout à droite, avec des fintechs qui vont se lancer dans la notation, de les scoring, qui vont récupérer un certain nombre d'informations sur vous depuis votre mobile et qui vont permettre comme ça de scorer les populations. Donc, en Afrique francophone, on a un cadre qui n'est pas forcément favorable jusqu'à présent, mais je pense qu'on va y arriver. Alors qu'en Afrique anglophone, notamment au Kenya, on a pas mal de startups qui, aujourd'hui, ont pignon sur rue et accordent du microcrédit à rembourser à horizon 1 mois. Notamment, les plus connus sont Tala et Branch, qui ont jusqu'à 5 millions de clients à l'intérieur du pays. Donc, c'est très intéressant et je vous ai mis juste un screenshot pour regarder à quel point est-ce que c'est facile finalement pour les populations d'obtenir ces crédits. Elles vont remplir un certain nombre d'opérations personnelles sur elles. Et en fin de compte, le crédit leur sera accordé, la période de remboursement sera donnée et tout ça sera viré sur quoi? Sur le portefeuille mobile money, tout simplement des populations. Dernière chose que je voulais adresser avant d'aller dans la discussion, c'est le remittance. Le remittance, c'est le transfert d'argent international. Alors, on a vu qu'en Afrique, en 2018, on a 46 milliards de dollars qui ont été envoyés par de la diaspora africaine, donc hors du continent, vers les différents pays. Et en Afrique tout court, le premier pays francophone, c'est le Sénégal, avec 2,2 milliards
de dollars qui ont été envoyés par la diaspora sénégalaise à l'étranger vers le Sénégal. Et lorsqu'on regarde de plus près les pays francophones, donc on va voir le Sénégal, la RDC et le Mali qui vont driver en fait finalement les flux de transfert d'argent, qui décrivent également, on va dire, les flux migratoires des populations, à la fois intracontinentales, donc on a énormément de populations qui ont migré vers la Côte d'Ivoire, mais également internationales, hors du continent, vers la France, vers les États-Unis, etc. Et donc cet argent-là qui est envoyé par la population, elle est envoyée comment? Elle est envoyée de 3 façons différentes. Premièrement, on a les canaux traditionnels qu'on connaît, Western Union, MoneyGram. On a également les canaux non traditionnels, ce que nous, en région parisienne, on appelle les foyers, tout simplement. C'est-à-dire, c'est une personne de confiance à qui je vais donner de l'argent et qui va pouvoir envoyer cet argent-là à mes parents, on va dire, en dessous des radars, et simplement un proche que je connais qui s'en va dans le pays à qui je remets l'argent, etc. Et donc, ce flux-là est tellement important que les fintechs du continent vont essayer de le capter justement pour pouvoir en faire quelque chose. Parce que cet argent-là, lorsqu'on a regardé de plus près, on s'est rendu compte que cet argent était utilisé pour financer différents besoins. Premièrement, c'est des besoins immédiats, c'est-à-dire en termes de nourriture, en termes de santé, d'habillement, d'école, de factures et de recharge. Donc le premier besoin que j'essaie de financer lorsque j'envoie de l'argent à mes proches ou à ma famille sur le continent africain, c'est pour financer ces besoins-là. Ensuite, on aura un certain nombre de besoins additionnels, donc de l'électroménager, de l'électronique et des loisirs, voire même pour des besoins financiers, d'investissement, etc. Et donc, en regardant de plus près, on a détecté un certain nombre d'opportunités, en fait, à la fois pour des startups comme Wari, qui vont faciliter aujourd'hui ces transactions financières, mais également pour d'autres startups qu'on appelait des startups dans le cash to goods, c'est-à-dire on envoie de l'argent, mais qui se transforme en bon d'achat. Je discutais tout à l'heure du succès plus ou moins important de ces startups-là, mais en fait, simplement pour vous montrer à quel point est-ce que dans ces 3 cas de figure que je vous ai donnés, à la fois dans le paiement où il y avait un vrai besoin, dans le crédit où il y a un vrai besoin, ou dans le transfert d'argent où il y a encore un réel besoin, les fintechs du continent africain sont carrément dévoués aujourd'hui à permettre à l'ensemble des populations de pouvoir avoir leurs besoins adressés de la meilleure façon possible. Et un petit dernier schéma pour engager les discussions. Finalement, la grande question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les fintechs sont concurrentes des banques? Est-ce que les grands groupes ont quelque chose à faire là-dessus? Et finalement, en regardant de plus près, on se rend compte que de plus en plus de grands groupes, Mastercard vient juste d'investir dans JumiaPay, on a Visa qui vient juste d'investir dans Branch, donc la start-up dont je vous parlais il y a quelques minutes dans le microcrédit digital. Mais on a un certain nombre de partenariats aujourd'hui entre des grands groupes, Total, Atos, Banque Populaire au Maroc, et des fintechs du continent qui viennent en fait ouvrir un certain nombre de champs d'opportunités pour les fintechs du continent. Et je pense que ça va faciliter justement les discussions avec Awa et Cédric que je vous accueille, que je vous demande d'accueillir d'ailleurs. Donc, je vais commencer par toi, Awa. Donc, on a parlé du transfert d'argent, on a parlé des fintechs, et je ne vais pas faire la polémique en te demandant est-ce que Jumia c'est vraiment une start-up africaine, mais je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir, on va dire, pour moi, ce qui représente aujourd'hui la vraie success story africaine. Une start-up faite par des Africains, pour des Africains, qui a vraiment, pour le coup, bien fonctionné. Et ma première question que j'ai à te poser, c'est comment est-ce que, finalement, Wari a réussi à répondre à ce pari et à inclure les populations au Sénégal et sur tout le continent africain aujourd'hui? Bonjour Jean-Louis. Merci pour la brillante présentation. Du coup, je n'aurais pas mémorisé les chiffres et à les restituer. Donc, grand merci. Elle brosse assez bien le contexte des fintechs en Afrique. Pour ce qui est de Wari, Wari est une plateforme digitale de services financiers et non financiers qui est née en Afrique, au Sénégal, en 2008. On a souvent l'habitude de nous assimiler à une plateforme de transfert d'argent, mais nous sommes plus que ça. Nous agrégeons différents partenaires, les banques, donc elles ne sont pas nos concurrentes, mais sont nos partenaires. Nous travaillons avec les plus grands groupes africains aujourd'hui. Nous agrégeons différents partenaires marchands. Aujourd'hui, on est en presque fin
finalisation de partenariat avec WeCashUp. L'objectif étant de créer un écosystème pour permettre à différents acteurs de pouvoir évoluer, transacter en éliminant les notions de frontières et de barrières. Pour l'arrivée de Wari sur le marché, il se trouve qu'on est on est toujours dans un marché africain qui est composé essentiellement de ce qu'on appelle le secteur dit informel. Mais lorsqu'un secteur informel représente plus de 80% de l'activité économique, il devient de fait le secteur formel de ce territoire-là. Or, ce secteur n'était pas adressé par les institutions bancaires classiques. Du coup, il était laissé pour compte, alors qu'il est extrêmement dynamique, avec des cycles économiques peut-être différents, beaucoup plus rapides, mais n'était pas adressé. Donc, Wari a su au bon moment proposer un service qui s'adaptait à ce secteur-là, en permettant des échanges, quel que soit le niveau financier, social de la personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve, en lui permettant d'accéder aux transferts, au paiement de factures, à l'achat de airtime et dynamiser ainsi tous les échanges entre populations, entre pays africains, puisque nous souhaitons être un outil de connexion entre les différents pays, mais aussi une passerelle avec le reste du monde. Donc notre vocation, c'est vraiment ça, inclusion financière, connecter les différents pays africains et constituer une passerelle entre l'Afrique et le reste du monde. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, Cédric, je crois que c'est un peu la même dynamique dans laquelle tu es, en tout cas, inclure les populations, on va dire d'une façon continentale et de permettre justement à tous ces acteurs. Je pense que Cédric, c'est vraiment l'un des meilleurs ambassadeurs de l'Afrique pour le coup, parce que de par le monde, à travers sa solution, mais également à travers toutes ces éloges qu'il fait sur le continent, il arrive à attirer comme ça différents acteurs qui, pour le coup, n'auraient jamais mis, je pense, les pieds sur le continent africain s'il n'y avait pas des solutions comme WeCashUp. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous décrire c'est quoi WeCashUp, dans quel contexte aujourd'hui WeCashUp a été créé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la solution? Merci beaucoup Jean-Louis pour déjà la brillante présentation que tu as faite. J'avais l'impression de lire mon business plan. Donc, bravo déjà pour le travail abattu parce qu'il y a quand même un élément fondamental qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on va sur Google, on tape e-commerce France par exemple, on trouve plein de rapports faits par McKinsey, etc., etc. Mais quand on tape e-commerce Afrique de manière générale ou e-commerce Cameroun ou Sénégal, on ne trouve rien. Donc, et le travail que vous faites, il est génial. Donc, vous allez sur le terrain, mesurer, voilà, pouvoir nous servir de manière agréable les chiffres de cette manière-là. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Cédric Atangana. Je suis camerounais, j'ai 27 ans. Je suis CEO et cofondateur de WeCashUp, qui est une passerelle de paiement panafricaine. Moi, je dis toujours, l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,2 milliard de personnes. C'est 3 fois la taille de l'Union européenne. C'est 440 millions d'internautes mobiles. C'est 5 fois le nombre d'utilisateurs d'Amazon aux États-Unis. Et l'Afrique a un taux de croissance voilà, qui est supérieur à 20% dans le numérique, comme Jean-Louis vient de le montrer tout à l'heure. C'est beaucoup plus rapide que toutes les économies asiatiques. Alors l'Afrique aujourd'hui, comparée à la Chine, par contre, la Chine, c'est 1,3 milliard de personnes, dont à peu près une population à peu près équivalente. Mais la Chine, c'est un gouvernement, une langue, une devise, one everything. C'est vraiment voilà, le marché extrêmement unifié qui permet justement à des entreprises comme Alibaba de se créer, de devenir des monstres mondiaux. Par contre, chez nous en Afrique, c'est certes 1,2 milliard de personnes, mais c'est 54, 55 pays, plus de 2000 langues locales, plus de 155 solutions de paiement, comme vous avez vu tout à l'heure. Du coup, au Sénégal, on utilise Wari, au Cameroun, on utilise Express Union, au Kenya, on utilise M-Pesa, on utilise Orange Money, MTN, etc., etc. Donc voilà le contexte dans lequel on évolue, nous, en Afrique. Ce qui peut être, certes, un frein au développement de la digitalisation de manière générale, mais c'est aussi une opportunité. Parce que le e-commerce aujourd'hui, c'est une opportunité qui permet, qui donne accès à des services auxquels voilà, les personnes dans les zones rurales n'avaient pas accès avant. Donc, nous, notre vision, c'est de dire, OK, notre continent, il est fragmenté.
l'Afrique est fragmentée géographiquement, nous, on va l'unifier digitalement. C'est vraiment la vision qu'on porte chez Wikashop. Le but est de travailler avec tous les acteurs qui existent sur le continent, sans forcément aller à changer les mœurs, c'est-à-dire si les gens utilisent Wari au Sénégal, qu'ils continuent à l'utiliser, mais désormais pour payer sur Amazon, pour payer sur Alibaba, pour payer sur tous les sites d'e-commerce qu'on connaît, que ce soit des entreprises locales qui font du e-commerce localement pour servir les populations locales ou des entreprises internationales qui veulent se développer en Afrique. Donc notre vision, c'est d'agréger l'ensemble de ces... Voilà, travailler avec tous les acteurs, que ce soit des banques. On travaille avec Wari justement en ce moment pour connecter l'ensemble des solutions du parc digital que Wari a construit depuis toutes ces années pour permettre à nos frères et sœurs africains de pouvoir avoir accès à tout l'univers digital dans le monde. Donc on se positionne comme une passerelle de paiement qui permet justement aux sites marchands, on est vraiment très focus e-commerce, permettre à des sites marchands locaux et internationaux d'accepter l'ensemble des moyens de paiement disponibles sur le continent. Pour qu'un client, comme je disais, sénégalais puisse payer sur Internet avec Wari, etc. etc. Donc voilà, notre vision, c'est l'Afrique est fragmentée aujourd'hui, on veut l'unifier digitalement. Voilà. Et aujourd'hui, Wikashop est présent dans combien de pays? Alors aujourd'hui, on a démarré il y a 4 ans, on est une entreprise... la petite histoire, on était dans nos chambres d'étudiants, on a démarré avec 1 000 € de capital, donc vraiment pas beaucoup du tout, et 1 000 € qu'on avait emprunté d'ailleurs chez des camarades de classe. Aujourd'hui, on est 30 personnes, on est basé à Marseille. Pourquoi Marseille? Simplement parce que Marseille, c'est le pont entre l'Europe et l'Afrique. Donc voilà, c'est le point central qui nous permet d'avoir accès à la fois au potentiel de l'Europe tout en gardant notre identité africaine. Donc on est une trentaine de personnes aujourd'hui. On vient de 17 pays différents, africains, européens, asiatiques, américains. Voilà, on est un peu les Nations Unies en miniature et on couvre désormais 36 pays africains. Donc on agrège les différentes solutions qui existent sur le continent, que ce soit du mobile money fait par les opérateurs télécoms, mobile money fait par les banques, mobile money fait par des institutions financières qui ne sont ni banques ni opérateurs comme Wari ou d'autres. Voilà, donc c'est ça. Donc, en 4 ans, on a réussi à couvrir 36 pays. Ce n'est pas encore gagné à 100%. Je ne vais pas prétendre qu'on est arrivé où on veut arriver. Mais voilà, on est en chemin. Il nous reste 18 pays à couvrir. Et après ça, on espère continuer à renforcer nos propositions de valeur pour travailler avec des gens qui travaillent sur le terrain, comme Wari. Nous, on n'est pas un wallet pour le client final, on n'est pas un porte-monnaie électronique, on ne s'occupe pas du client final. Ce n'est pas ça notre rôle, parce que c'est tout un métier. Encore, la population, même à l'intérieur du Cameroun seulement, on a 232 ethnies différentes, rien qu'au Cameroun, c'est 20 millions de personnes. Donc on imagine à l'échelle d'1,2 milliard de personnes la diversité culturelle qui existe. Donc on est conscient qu'on ne peut pas, même si on le veut, aller adresser village par village toutes les cultures sur le terrain. Donc c'est pour cette raison qu'on travaille avec des acteurs locaux qui, eux, maîtrisent les mœurs, les populations, etc. Donc, voilà, on est sur 36 pays aujourd'hui, on compte couvrir les 54 d'ici la fin de l'année. Très bien, très bien. Et Awa, je crois que l'une des forces de Wari, ça a été de ne pas juste s'arrêter en zone urbaine, mais d'aller chercher des populations le plus loin possible dans les villages, là où on sait qu'il y a énormément finalement de liquide. Moi, j'ai passé le mois de janvier en zone rurale dans les villages et c'est incroyable de voir les activités économiques qui s'y passent. Et pourtant, jusqu'à présent, il n'y avait presque aucun acteur en fait, qui avait pensé intéressant d'aller aussi loin. Et aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui sont en train d'arriver sur le marché. On a dit que les banques, qui ne sont pas vos concurrentes, ont ouvert les yeux sur le potentiel que ça représente. Et tout un tas d'acteurs comme ça qui commencent à arriver. Comment vous voyez cette arrivée-là déjà? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir balisé le terrain? Est-ce que vous avez toujours l'impression que les populations comprennent l'enjeu que ça représente et finalement continuent d'adhérer à votre solution? Comment est-ce que vous êtes vu aujourd'hui en local? Nous appréhendons notre marché en essayant d'avoir toujours, pas 1, 2 ni 3, mais 10 coups d'avance. Notre évolution s'est faite en plusieurs étapes qui ont été anticipées. La première était d'installer une plateforme fiable, Made in Africa, adossée à un réseau de proximité, puisqu'on est une société de cash.
Donc ce réseau s'étend non seulement dans les zones urbaines, mais dans les zones rurales, parce que là, il y a un vrai besoin et c'est là que pouvait se jouer notre impact en termes d'inclusion financière. Donc ça, c'était la première étape pour donner accès à tous les services financiers et non financiers, quel que soit le profil du consommateur. La deuxième étape est une étape définitivement digitale, qui consiste à mettre en place un compte Wari, qui est accessible à travers différents moyens, le point physique toujours, qui reste incontournable, mais aussi de pouvoir l'installer sur son téléphone portable, sur son ordinateur, sur sa tablette, et de pouvoir faire des transactions de compte à compte ou de pouvoir faire des transactions de compte vers un marchand qui est intégré dans le réseau. Le point physique reste toujours incontournable parce que même si on privilégie les échanges intégrés au sein d'un écosystème où sont embarqués plusieurs partenaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut toujours faire du cash-in et du cash-out. Donc nous signons des accords avec des plateformes telles que Jim et Emoa pour pouvoir faire du cash-out. Nous avons le réseau physique pour le cash-in. Nous travaillons avec des banques pour pouvoir débiter son compte bancaire pour alimenter son compte Wari. Nous avons des accords avec Mastercard, nous avons des accords avec Visa. Donc notre objectif, c'est de faire bouger les lignes, d'élargir le scope, de ne pas se limiter au Sénégal, encore moins à la sous-région, encore moins au continent, mais d'ouvrir notre activité et les possibilités de transactions au reste du monde. Nous couvrons aujourd'hui une 60aine de pays, une 40aine de pays africains. Nous avons 500 000 points de vente directs et indirects, puisque nous signons des partenariats, je peux citer World Remit par exemple, où en one shot, nous ajoutons à notre panier de points de service une multitude de points de service apportés par le partenaire et qui permettent à des acteurs aujourd'hui d'avoir Wari comme plateforme pour donner une autre dimension à leur activité. On parle aujourd'hui d'inclusion financière, mais qu'est-ce que c'est que l'inclusion financière? On peut pouvoir accéder à un compte bancaire, mais si on n'a pas les fonds à y mettre, ça ne sert à rien. Donc l'inclusion financière, à notre sens, c'est de créer un environnement favorable pour pouvoir générer de la richesse, pouvoir déposer cet argent-là sur un compte bancaire, mais le faire fructifier en étant en possibilité de transacter avec le reste du monde et ensuite pouvoir placer cet argent-là. C'est là qu'on génère de la richesse pour soi-même, pour sa communauté, pour un pays, pour un continent. Et c'est ça l'enjeu de l'activité Wari. Très bien, très bien. Et Cédric, on va parler un peu réglementation, j'ai envie de dire. Tu sais que les gouvernements travaillent de plus en plus à obliger l'interopérabilité des différents acteurs sur le marché. Comment des startups comme vous, également d'autres fintechs qui se sont lancés sur ce segment des agrégateurs, appréhendent ces nouvelles obligations réglementaires qui vont arriver? Je sais que tu as toujours des coups d'avance. Depuis que je t'ai rencontré, tu m'as toujours fait part de ces coups-là. Mais je veux dire, WeCashUp adresse énormément le e-commerce. Il y a pas mal d'acteurs aussi qui sont sur le paiement marchand. Et comment toutes ces fintechs appréhendent le fait que dans très peu de temps finalement, que ce soit en zone CEMAC, en zone UEMOA et partout sur le continent, il va bien arriver un moment où les États vont obliger quand même les acteurs à interopérabiliser leurs solutions. Ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, il y a 2 jours, une semaine, j'en parlais encore aux Nations Unies. On a eu la chance d'être sélectionné comme l'une des meilleures startups africaines à un programme eFounders Fellowship organisé par Jack Ma et le fondateur de Alibaba en Chine et Dr Kitui, qui est le secrétaire général de UNCTAD, qui est Nations Unies pour le Trade and Development. Et justement, on abordait cette question, c'est dire, alors, la Chine aujourd'hui a réussi à produire des géants comme Alibaba, justement parce que, premièrement, le gouvernement les protège, parce que c'est un point fondamental dans le développement d'entreprises nationales ou panafricaines. Il faut absolument que les gouvernements nous protègent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parce que le marché est extrêmement grand. Il y a des entreprises en Chine qu'on ne connaît même pas à l'extérieur, mais qui deviennent des licornes chez eux sans avoir besoin de sortir. Par contre, chez nous, c'est extrêmement fragmenté. Et donc, si moi, je voudrais m'implanter, recruter des gens dans différents pays africains, il faudrait déjà que j'aille incorporer des filiales, 54 filiales sur le continent. Déjà, rien que ce process, c'est un gros problème. Donc nous,
Alors, dans le groupe des e-founders, qui est un réseau de 124 entrepreneurs sur l'Afrique et l'Asie, on s'est dit, bon, alors, c'est vrai qu'il y a ce challenge-là où on a la Chine qui grimpe, les États-Unis, etc., mais l'Afrique reste quand même un peu en marge, en arrière. Au lieu de pointer toujours les gouvernements du doigt et dire les gouvernements, vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, vous rigidifiez tout le temps, etc., on s'est dit non, on va faire l'inverse. On va faire des propositions. On va retrousser nos manches et préparer des documents. On a fait un white paper qui décrit à peu près comment est-ce qu'on voudrait que notre écosystème panafricain, digital panafricain soit. On s'est inspiré d'écosystèmes chinois, européens avec la RGPD, tout ce qui est protection de données personnelles, etc., américains. On a regardé les différents contextes africains. On s'est dit, bon, voilà les propositions. On a ce white paper qui est déjà là, qu'on a présenté aux Nations Unies il y a une semaine. On l'a présenté aussi à l'Union africaine. C'est-à-dire, il y a justement pendant l'événement aux Nations Unies, il y a le secrétaire général de l'Union africaine qui a annoncé le passage en vigueur du Free Trade Africa, qui est un programme qui facilite les échanges entre différents pays africains, mouvements de personnes et de biens, etc. Voilà, ce sont de très belles initiatives qu'on trouve bien de notre point de vue, mais aussi qu'on veut soutenir. C'est-à-dire, OK, vous avez déjà fait ça, gouvernement, mais nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on pense qu'il faut rajouter ceci. On ne va pas juste critiquer ce que vous ne faites pas, mais on va compléter ce que vous faites. Donc, pour nous, la réglementation est fondamentale parce que quand on parle de système financier, derrière, il y a quand même des risques très, très importants. Alors moi, encore il y a quelques temps, je signais des documents et quand je vois la tonne de documents et le nombre la quantité de responsabilités que je prends à mon niveau, j'ai 27 ans, honnêtement, je préférerais rester au Cameroun et jouer au football comme tout le monde. Mais aujourd'hui, voilà, il y a de très gros risques dans l'univers financier, tout ce qui est blanchiment d'argent, financement de terrorisme. Malheureusement, sur le continent, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc nous, en tant qu'acteurs financiers, on doit tout faire pour soutenir nos gouvernements là-dessus. Parce que ce n'est pas une lutte juste des gouvernements contre tous ces acteurs-là, mais c'est aussi de nous. Parce que si jamais il y a un problème, une attaque terroriste, ce sont nos familles qui sont affectées. Donc, on a une responsabilité du fait qu'on soit acteur de FinTech, de proposer des solutions innovantes à nos gouvernements pour les aider à gérer ces problématiques-là. Il y a la bonne nouvelle dans ça, c'est que c'est vrai qu'il y a les réglementations qui se mettent en place, etc. Mais aussi, les régulateurs s'approchent de nous. Il y a encore le directeur général du JIMAC, par exemple, au Cameroun, avec la BA, qui s'est approché de nous, qui a pris l'initiative. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. De me contacter sur LinkedIn, par exemple, de me demander est-ce qu'on peut avoir une séance de travail avec vous pour voir ce qui est possible. Vous avez développé beaucoup de technologies, c'est super. Nous, on écrit les lois, etc. On essaye de mettre en place l'interopérabilité. Mais ça veut dire aussi que les gouvernements devront faire ces intégrations-là. Les intégrations qu'on fait nous aujourd'hui, pour mettre en place une boucle d'interopérabilité, il faut les faire. Donc, ça leur prendra du temps et du coup, ils se disent, bon, ça peut être intéressant de travailler avec des acteurs comme nous. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement positif de dire, aujourd'hui, ce sont les gouvernements qui, d'ailleurs, je vais sortir un post dans quelques jours, vous dire, désormais, les gouvernements deviennent aussi agiles que les startups. Tout à fait. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour le continent africain. On voit avec le cas du Rwanda où tout bouge, mais à la vitesse de la lumière là-bas. En quelques mois, on est passé en Chine chez Jack Ma en juin. Et avant décembre 2018, Jack Ma avait ses équipes au Rwanda. Donc, c'est extraordinaire de voir comment les gouvernements aujourd'hui s'ouvrent au digital. Donc, je pense qu'il ne faut pas juste voir le point négatif des réglementations. Il faut aussi se dire on est acteur des réglementations. Les réglementations, quand elles sont mises en œuvre pour nous protéger, pour protéger nos populations. Et nous en sommes acteurs. On doit être contributeurs de ces éléments-là. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif et on est prêt à travailler les gouvernements pour ça. Et d'ailleurs, juste pour terminer, au Rwanda notamment, il y a un système qui s'appelle la Sandbox, en fait, qui permet à des fintechs comme les vôtres ou comme plein d'acteurs, on va dire, dans l'innovation, de pouvoir, dans un cadre restreint, on va dire littéralement sans réglementation, de pouvoir tester une solution avec un pool de personnes et d'avoir des feedbacks comme ça réguliers avec les gouvernements avant de pouvoir légiférer ou de faire autre chose. Donc, je pense un peu comme tu le disais que les gouvernements ont un vrai rôle à jouer,
les acteurs qui ont, on va dire, qui ont une vraie ancienneté, qui sont là déjà, qui connaissent bien le marché comme Wari, ont un vrai rôle à jouer pour que les fintechs qui arrivent puissent se mettre à niveau, on va dire, non seulement dans un cadre national, mais également dans une perspective d'internationalisation. Il est important de se mettre à niveau. Je pense que tu veux dire quelque chose pour terminer, ça sera le dernier mot. Voilà, justement, pour compléter, je veux dire, justement, il y a Jack Ma qui dit souvent que l'écosystème digital d'aujourd'hui n'est pas quelque chose. On n'est pas dans un contexte où je gagne tout et l'autre perd tout. Non. Je présente encore l'exemple des banques. Les banques, il y a 50 ans, lorsqu'elles avaient de l'argent, elles prêtaient à différents acteurs. Et quand je prête 1 euro, je te le prête à toi, bah, j'ai plus l'euro. Donc, je ne peux pas le prêter à une deuxième personne. Par contre, aujourd'hui, avec la digitalisation, on produit beaucoup de données, la big data, etc. La donnée que j'accumule, que ce soit sur les paiements, ce que les gens achètent, où, quand, etc. Je peux te la donner, mais je peux la donner à tout le monde en même temps. Quand je te donne la donnée, ou alors les services qui ont été construits à partir de ces données-là, je ne perds pas la donnée. Donc, aujourd'hui, les données ont plus de valeur que l'argent. Donc, et c'est un enjeu fort. Pour moi, ça va être le next step. Donc, on n'est pas dans un écosystème où on win all, lose all. Non, on est ensemble pour faire grossir cette opportunité-là. Donc, pour nous, l'opportunité, c'est de travailler les acteurs plus anciens, comme Wari, comme les banques, les opérateurs, etc. Et ce n'est pas nous, menaces, qui allons tuer les autres, non. C'est nous, ensemble, on faire grossir cet écosystème-là et où tout le monde sera bénéficiaire. Super. En tout cas, excellent mot de la fin. Je crois que... Voilà, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est vraiment celle-là. Cédric a installé son entreprise de fait en France, mais est résolument en marche pour le développement du continent. Wari a commencé il y a quelques années. Nous travaillons avec les banques, elles ne sont pas nos concurrentes. Nous signons des partenariats avec d'autres groupes à l'étranger. Nous travaillons avec l'Union africaine dans le cadre du marché intégré, avec les régulateurs. On pense aujourd'hui e-money, etc. C'est ça l'Afrique de demain. C'est intégrer, c'est de l'interopérabilité, c'est signer des partenariats multiples, c'est en créant une plateforme permettre à une autre d'utiliser cet écosystème-là pour être encore plus puissante. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, en étant intégrés et en travaillant ensemble. Merci Yawa, merci Cédric. Merci. 50 minutes, c'est court, mais c'est déjà fini. Merci à tous, en tout cas, de votre participation. Merci encore aux panélistes. Et, c'est l'Afrique qui gagne, comme on dit. Bravo. Merci Jean-Luc. Excellent. Beau boulot. Merci, dis-moi. Tout le monde, comme ça on fait une photo de famille. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste venir rapidement pour une photo? On va tous prendre une photo et ensuite on va libérer. Merci. Très bien. Ok. Merci à vous. Je vous envoie tout de suite mes coordonnées. Merci. Dans la présentation, il n'y a pas de l'Afrique du Nord. Si, en fait, pour des questions de temps, j'ai dû switcher. Ah, attends. J'arrive. Bien, Amina. Venez. Qui prend la photo? On va finir par un selfie. Can someone take the picture for us? Okay. Thank you. Ah, on est à contre-jour en fait. Oui. On se laisse. Andreas. Ah, beauté.
you. Merci. S'il vous plaît. Super. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Thank you. I took so many photos. Okay, no, it's okay. Thank you. Thank you. Someone's phone. Thank you. Oui. Is it possible to do Yeah. it because there's a session now? Okay. We need to start. Ah, on discute juste à côté. Je prends votre carte. On peut discuter dehors. Ouais. Thank Ok. you very much. Ok. Ce serait possible d'avoir ta présentation. D'accord, ok. Pas de souci. Super. Ok. Oui, Ok. belle intervention. Merci bien. C'est Merci. bien qu'on voit également ce qu'on peut faire. Déjà, tu es avec le réseau de Oui, bien sûr. Moi, je suis sur le Mali. Ok, pas de souci. Mes parents sont originaires du Mali. Ah bon? Merci bien. André Manga de l'île Maurice. Jean-Louis Traoré, enchanté. Très bonne Merci, présentation. merci. et Vous beaucoup enverrez de- un mail peut-être pour avoir quelques Oui, données. je vous donne juste mon... oui. Ok. Donc, on va libérer les lieux pour que la session d'après puisse commencer, c'est ça? Ok. On va sortir par la porte de droite.